Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le Pour Info, l'émission d'LN24 qui consacre 1 heure à l'analyse, à l'explication, à la compréhension d'un sujet d'actualité. Ce jeudi, on parle économie, on parle finance et on parle dette publique. Tous ensemble, c'était l'épouvantail de la finance. C'est devenu l'outil le plus efficace pour lutter contre les conséquences de la crise sanitaire. À combien s'élève la dette chez nous? Est-ce dangereux? Est-ce vivable à long terme? C'est ce que nous verrons en première partie. En deuxième partie, focus sur les réponses européennes et mondiales à la crise. Entre plan de relance étatique et interventionnisme des banques centrales, nous verrons quelles sont les limites de chaque système. En fin d'émission, on cherchera également à comprendre quelles sont les conséquences possibles du poids de la dette sur notre épargne. Pour en parler, on a donc 50 minutes, 3 experts autour de la table et un en connexion Skype. Tout d'abord, le vice-premier ministre en charge du budget, David Clarinval. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Face à vous, Sylviane Delcuve, senior économiste chez BNP Paribas Fortis. Bonjour. Bonjour. Merci aussi. Et à côté de vous, Jean Le Bout, président de l'Agence fédérale de la dette. Bonjour. Et en connexion vidéo également avec nous, André Sapir, économiste notamment pour l'Institut Bruegel. Bonjour, est-ce que vous me recevez, m'entendez bien ? Parfait, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous également. Je vais commencer par vous, Monsieur Clarinval. On en est où aujourd'hui avec la dette en Belgique? Elle s'élève à quel niveau? Mais disons que dans un premier temps, nous nous réjouissions l'année dernière d'avoir pu enfin descendre en dessous des 100% du PIB. On était descendu à 99%. Aux dernières nouvelles, mais M. Le Bout pourra certainement en dire plus que moi, aux dernières nouvelles, nous allons, vu les besoins de financement importants qui ont été mobilisés pour faire face à la crise du coronavirus, on va plutôt avoisiner un taux de 120%, 115 à 120% du PIB, ce qui représente quand même 420 milliards, 425 milliards d'euros. Donc on voit en quelques mois une hausse de 15%, M. Le Bout donnera sans doute plus de détails tout à l'heure, de la dette, ce qui représente quand même pas mal de milliards en plus. On est à 425 milliards à peu près. Jean de Bout, c'est effectivement c'est incroyablement inédit, évidemment, la situation qu'on a vécue, situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Vous vous attendiez dans votre mandat à voir à un moment la courbe remonter à ce niveau-là? Non, pas du tout. Mais bon, je dois dire que ce n'est pas la première fois que ça nous arrive. L'autre fois, c'était en 2008, donc fin 2008. On a aussi dû lever en quelques mois là-bas plus que 20 milliards d'euros. Donc en fait, ici, on parle de l'augmentation de nos besoins de financement de l'ordre de 30 milliards d'euros. Mais ça ne devrait pas se faire en quelques semaines. On a toute une année pour le faire. Mais ça reste naturellement un choc assez sérieux. Mais disons qu'on a un peu appris en 2008 déjà comment on doit survivre et comment il faut se préparer en temps, quand tout va bien, comment est-ce qu'il faut se préparer sur des choses qu'on ne peut pas, qu'on ne peut jamais voir venir. Je me tourne vers les experts aussi, Sylvain Delcuve, André Sapir. Vous non plus, personne au final n'est étonné par une telle évolution de la courbe de la dette. C'est ce à quoi on pouvait s'attendre vu la situation qu'on a vécue. Oui, tout à fait. La crise était tout à fait inattendue et quand le PIB s'écroule, les recettes fiscales s'écroulent, les dépenses publiques augmentent et donc oui, sans surprise, les dettes publiques vont monter partout de cet ordre de grandeur-là. Je pense, en tout cas en Europe, c'est inévitable. Jean de Bout, l'emprunt qui est attendu, là, il se ventile comment? Il sert à quoi concrètement cet argent? C'est possible de décréter vraiment certaines cases dans lesquelles X milliards rentrent? Oui, je dirais que tout d'abord, il y a ce qu'on appelle le stabilisateur économique. Donc, parce que quand il y a une crise économique de cette taille, les recettes d'impôts diminuent. Mais c'est aussi quelque chose qui stimule l'économie, parce que le secteur privé doit payer moins d'impôts. Ça veut dire pour l'État, bien entendu, déjà, il y a moins de rentrées. Et de l'autre côté, en même temps, parce qu'un mal ne vient jamais tout seul, il faut aussi dépenser plus. Donc, il y a déjà les dépenses sécurité sociale qui augmentent comme ça, en temps normal, mais il y a aussi toutes les mesures qui s'y sont imposées, donc on connaît bien. Je crois que le gouvernement a pris des mesures de l'ordre de 2,9% de PIB, selon les dernières estimations. Donc ça, c'est le coût des mesures spécifiques qui ont été prises par le gouvernement en Belgique, en plus déjà des stabilisateurs économiques. Pour répondre, c'est ça, enfin pas pour répondre, pour ajouter, David Clarinval, c'est ça l'idée, c'est qu'il fallait cette situation exceptionnelle, il fallait de toute façon faire quelque chose, peu importe le coût. Mais en fait, l'État confronté à la pandémie doit d'abord prendre des mesures sanitaires pour éviter que cette épidémie se propage et protéger la population. Ensuite, il faut prendre des mesures économiques pour éviter que les entreprises et les citoyens tombent dans un vide et qu'elles soient finalement mises en péril, que les entreprises tombent en faillite ou que les citoyens perdent des revenus. Et puis alors, il y a des conséquences sociales qu'il faut encore prendre à plus long terme. Donc, en synthèse, on peut dire les choses comme ceci. Nous avons, au niveau du gouvernement fédéral,
entre 12 et 15 milliards de dépenses en plus, principalement des mesures de chômage. On a 4 milliards à peu près de chômage. Ce sont des estimations parce qu'évidemment, la crise n'est pas finie. Il y a encore des gens au chômage. Il y a ensuite plus de 2 milliards de mesures de droits passerelles pour soutenir les indépendants qui ont dû arrêter leurs activités. On a des mesures sanitaires pour plusieurs milliards d'euros. Exemple, les achats de masques, on en a parlé beaucoup, le rapatriement des Belges qui étaient à l'étranger, les mesures de soutien envers les hôpitaux. Toutes ces dépenses-là représentent de l'ordre de 12-13 milliards pour le fédéral. J'y ajoute les mesures régionales. Pour information, on a aussi, au niveau des régions wallonnes, flamandes et bruxelloises, plus de 3 milliards de mesures qui ont été prises aussi pour soutenir l'économie et vraiment prendre des mesures sanitaires économiques. Donc ça, c'est important. À court terme, il fallait injecter cet argent, casser sa tirelire, c'est le terme que j'ai employé, pour éviter qu'il y ait des dommages importants sur notre économie et pour nos citoyens. Il y a des mesures de report d'impôts, de report de cotisations. Là, c'est plus difficile à chiffrer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a encore beaucoup d'inconnus, parce que certains impôts sont reportés, d'autres sont annulés. Et donc, on ne sait pas encore bien faire la part des choses entre la quantité d'impôts qui va être payée ultérieurement et la part des cotisations qui vont être payées, ou qui sont abandonnées. Donc là, on a des chiffres qui sont entre 10 et 20 milliards. Donc, il y a encore une inconnue assez grande en termes de recettes. Vous avez donc 15 milliards à peu près de dépenses en plus, entre 10 et 20 milliards de recettes en moins. Inévitablement, le budget est en déséquilibre total. Et pour, à court terme, faire face à cela, il faut en effet demander à l'Agence de la dette de pouvoir emprunter massivement, très rapidement, des moyens assez importants, de l'ordre de mémoire, plus ou moins de besoins de financement de 60 milliards, si je ne m'abuse, pour pouvoir avoir de la trésorerie et permettre de payer ces demandeurs d'emploi, de payer des aides aux entreprises, et de récupérer plus tard une partie de cela. Mais donc, voilà en fait la philosophie générale du gouvernement dans ces mois de crise qui est telle qu'elle a été implémentée. André Sapir, on peut jeter quel regard justement sur cette technique qui a été utilisée par le gouvernement chez nous, qui est en général la technique qui est utilisée par les gouvernements tout court. C'est ce qu'on entend énormément. Pour le moment, ça ne pose pas vraiment de problème puisque les taux d'intérêt sont très bas et donc c'est de l'argent qui ne coûte pas grand-chose. C'est certainement une des mesures qu'il fallait prendre. Comme vous le disiez à l'instant, ce sont des mesures que la plupart des gouvernements ont choisi d'adopter. Donc je pense que de ne pas faire cela, ça aurait été beaucoup plus coûteux. Donc il n'y avait pas le choix. J'ajouterai deux choses à ce qui a été dit malgré tout. Première chose, on a quand même dû réviser à la baisse au cours des dernières semaines les prévisions de croissance pour 2020 en Belgique, en Europe et dans le monde. Ce sont les dernières prévisions du Fonds monétaire international. Donc celles qu'elle avait publiées en mai, elles étaient déjà assez pessimistes et puis elle a rajouté une dose de pessimisme dans les prévisions de juin et le fait que les prévisions de PIB soient plus pessimistes qu'elles ne l'étaient auparavant a fait que les prévisions sur les finances publiques et sur la dette en Belgique à nouveau et ailleurs sont plus sévères. Donc ça c'est une première chose. Maintenant bien sûr personne n'a de boule de cristal et personne ne peut dire comment les choses vont se passer dans le futur. Est-ce qu'on va avoir des bonnes surprises ou des mauvaises surprises? Comme le ministre l'a indiqué, il y a vraiment une marge assez importante sur plusieurs postes. Il y a un autre poste qui n'a pas encore été mentionné, qui sont les garanties. L'État a offert des garanties, y compris aux banques, pour des prêts qui étaient nécessaires, mais personne ne peut dire si un jour ces garanties devront être utilisées ou non, et quel sera exactement le montant. Donc je dirais, les choses devaient être faites, elles ont été faites. L'alternative aurait été bien plus difficile. Une grande incertitude. La crise n'est pas nécessairement derrière nous.
Sylviane Delcuve, on peut considérer que, là, que dans la réponse à cette crise-ci, on avait tenu compte des leçons de la crise de 2008 et de ce qui, les expériences qu'on avait pu, heureuses ou malheureuses, qu'on avait pu faire en 2008, on les a pas reproduites cette fois-ci. On a retenu une partie des leçons dans la mesure où les réactions ont été beaucoup plus rapides qu'en 2008, parce qu'il faut se souvenir qu'au moment de la crise bancaire de 2008, on a tous été frappés de stupeur par ce qui se passait. On a mis très longtemps à comprendre ce qui se passait et on a surtout mis énormément de temps à se coordonner pour savoir exactement comment on allait s'y prendre. Au niveau du gouvernement belge à l'époque, on est venu en aide au secteur bancaire de manière pratique tout de suite parce qu'il y avait quelques grosses banques, les principales banques du pays qui étaient en train de faire faillite. Par contre, en 2008, on a eu énormément de mal à mobiliser le projet européen. Comment on faisait pour essayer de faire repartir l'économie européenne. Et le constat, c'est qu'en fait, en Europe, il a fallu 7 ans pour qu'on puisse se mettre d'accord sur que faire, alors qu'aux États-Unis, on a pris des mesures de, par exemple, faire tourner la planche à billets le lendemain de la faillite de Lehman Brothers. Donc aujourd'hui, on a eu une réaction plus rapide, plus coordonnée. Donc oui, de ce point de vue-là, on a tiré, je crois, une partie des leçons de 2008. Et on verra plus en détail justement la question de la réponse européenne et américaine à la crise de cette année. Jean de Boot, c'est compliqué de lever de l'argent pour la Belgique. C'est des émissions d'obligations qui sont compliquées à mener. La plupart du temps, pas du tout. Donc, il y a eu quelques moments difficiles en mars. Donc, entre une déclaration de la part de la BCE que les spreads n'étaient pas très importants, donc les écarts entre les pays qui étaient moins importants. Donc, pendant quelques jours, il n'y avait vraiment presque pas de marché du tout. C'était pas le cas pour la Belgique, c'était le cas pour tout le monde, même sur le marché à court terme. Donc là, effectivement, il y avait une tension dans l'air pour nous et donc on devait vraiment penser qu'est-ce qu'on va devoir faire. Heureusement, ça s'est rétabli assez vite après. Et donc, depuis lors, nous avons pu déjà lever beaucoup de fonds. Nous sommes déjà à plus que 71% de notre plan de financement qui a été revu, qui a doublé, en fait. Malgré cela, nous sommes déjà à plus que 70%, ce qui est un taux de réussite qui est déjà, après 6 mois, qui est déjà très élevé par rapport aux années précédentes. Et on sait plus ou moins le profil des investisseurs, c'est qui investit dans la marque Belgique? Je dirais qu'il n'y a pas trop de changements, sauf qu'on a un acheteur sur le marché secondaire qui est devenu très important à nouveau, et c'est la Banque Centrale Européenne. Mais pour le reste, nous retrouvons toujours les gestionnaires de fonds, les banques centrales des autres pays, les assureurs, les fonds de pension, donc ça n'a pas trop changé. Pour le moment, cette possibilité aussi d'émettre des obligations, entre guillemets, relativement facilement, c'est parce que la Belgique est relativement bien cotée par les agences de notation. C'est à ce niveau-là, on est tranquille, il n'y a pas trop de risques que ça change dans les semaines, dans les mois à venir. Mais il y a 2 éléments. Le premier, M. Le Bout l'a dit, c'est en fait le rôle majeur de la Banque centrale. C'est le fait que la Banque centrale et la Commission également par ailleurs mettent des facilités qui permettent à tous les États européens de pouvoir emprunter à des taux qui restent, en l'occurrence, parfois négatifs pour la Belgique. Et donc, c'est d'abord cet acteur-là qui a un rôle vraiment fondamental pour... Et le fait aussi que la Belgique reste bien cotée, en effet, par les agences de notation, notamment au regard du fait que, par exemple, les Belges ont une capacité d'épargne qui est encore très importante et qui pourrait être mobilisée, le cas échéant, si jamais les banques venaient à ne plus prêter. Mais on n'en est pas du tout là. Et donc, je crois que les fondamentaux économiques de la Belgique, malgré la crise, malgré la situation que l'on connaît, restent bons. Et donc, on a une notation qui reste valable et donc qui nous permet de lever des fonds assez facilement. M. Le Bout le confirme, encore à des taux qui sont souvent négatifs. Et il faut saluer le travail de l'Agence de la dette qui a non seulement pu à la fois lever des fonds, mais qui a aussi veillé à avoir une durée de la dette qui est plus longue. On approche maintenant de 9 à 10 ans. Et donc, ils ont géré la dette de manière très intelligente, de telle sorte à ce que l'on puisse aussi aplatir sur la longueur le taux de remboursement. Et donc, aujourd'hui, paradoxalement, alors que la dette augmente, finalement, nos taux d'intérêt, ce que l'on rembourse annuellement reste stable, voire même diminue. Donc, on peut se réjouir du bon travail de l'Agence de la dette et du soutien de l'Europe et des fondamentaux de notre économie. Voilà, qui reste relativement rassurant pour les finances de l'État. En deuxième partie, on va s'intéresser notamment avec un peu plus de détails à la réponse européenne et aux différents mécanismes qui peuvent être mis sur le marché. On verra ça après une toute petite pause. À tout de suite.
La deuxième partie d'un Pour Info consacrée à la dette publique. On s'est intéressé à la situation de la Belgique. On va voir comment ça se passe à l'échelon supra-étatique, au niveau européen notamment. Juste avant, et ça concerne que ce soit les dettes de tous les pays un petit peu, j'avais une question, Sylviane Delcuve. On entend souvent parler, quand on parle de dette, de rapport au PIB. C'est ça l'échelle qu'on utilise pour voir un petit peu, on l'a dit en début d'émission, on était à plus ou moins 99% en 2019, ça va remonter jusque 120. Pourquoi est-ce que c'est à ce point l'indicateur repère, comme ça, de se dire que c'est par rapport au PIB qu'il faut évaluer la hauteur de la dette ? C'est tout simplement pour pouvoir comparer des pommes avec des pommes. On rapporte à la taille du pays, parce que sinon, si on parlait en montant absolu, ça ne dirait pas grand-chose. Voilà, si je vous dis aujourd'hui que la dette italienne est plus importante que la dette allemande en montant absolu, si je vous montre la situation en pourcent du PIB, ça donne une toute autre image de la situation. Donc c'est simplement un moyen de comparer des choses comparables. Et là, dans le côté symbolique, être à plus ou moins 120%, un petit peu moins, autour de 118, passer au-dessus de l'échelon des 100, il y a vraiment un espèce d'impact psychologique ou c'est de la théorie ? Non, je crois que c'est de la théorie. Dans le passé, ça n'était pas de la théorie. On a connu toute une période de la vie, notamment de la Belgique, quand on était en train de construire le projet européen. On avait les fameux critères de convergence. Il fallait que tout le monde ait un ratio de dette publique qui converge suffisamment rapidement vers un certain seuil. À l'époque, on avait les yeux braqués sur les 100%, parce qu'on est passé à un moment donné en dessous, et c'était un signe de victoire qui a permis à la Belgique de faire partie du projet de monnaie unique dès le départ. Aujourd'hui, les chiffres sont mauvais partout, mais chez tout le monde, c'est la même raison, c'est la crise du coronavirus. Et chez tout le monde, en gros, on est d'accord de dire que la dette publique va monter d'à peu près 20% en pourcent du PIB. Voilà, la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec cette dette après ? Et là, on entend déjà des pistes. La France évoque certaines pistes, l'Allemagne en évoque d'autres. Ça, ce sera le défi des années qui vont venir, je pense. C'est dans les discussions, les projections qu'on peut faire, David Clarinval, justement, on va faire quoi avec cette dette à l'avenir ? Mais je voudrais d'abord évoquer un élément, c'est que les mesures qui ont été prises pour la crise du Covid ont été des mesures one-shot, donc conjoncturelles. Les mesures de soutien se terminent toute fin de cette année, et donc ce n'est pas une dette qui va s'accroître de manière structurelle. Il y a évidemment un impact, mais ce n'est pas comme si on avait pris des décisions qui se répétaient chaque année. Il faudra bien la rembourser quand même. Il faudra la rembourser, mais il était important d'avoir des mesures conjoncturelles pour permettre aux entreprises de passer le cap. C'est différent de créer des dépenses qui sont structurelles et répétitives chaque année, peut-être à mauvais escient. Et donc, la volonté a été quand même d'utiliser cet argent de manière la plus efficace possible et avec une durée de vie limitée dans le temps. Mais c'est vrai qu'il faudra à un moment donné rembourser cette dette, et pour cela, il n'y a pas de secret. Vous avez soit vous augmentez les recettes, soit vous diminuez les dépenses. Il y a aussi d'autres mesures, parfois one-shot, mais à un moment donné, pour prendre ces mesures, il faut un gouvernement qui décide là où il faut aller. Mais d'abord, il faut aussi qu'il y ait un cap, savoir quel est le cap que l'Europe va nous imposer. Est-ce qu'on va garder les mêmes règles à long terme en termes de diminution de dette, ou est-ce qu'on va avoir plus de souplesse à cet égard ? Et donc aujourd'hui, c'est un peu la bouteille à encre. On attend un cap au niveau européen, et on veille à ce qu'il n'y ait pas de mesures structurelles qui soient prises. André Sapir, quand on regarde un petit peu l'ensemble, c'est une estimation du Fonds monétaire international. On estime que plus ou moins 8 000 milliards ont déjà été engagés, que ce soit aux États-Unis comme en Europe, par les banques centrales, par les États. Ça reste relativement étonnant, malgré l'imminence de la crise et l'importance de la crise, une réponse pareille. Tout à fait. D'abord, c'est la crise économique quand même la plus sévère depuis 1929, depuis 1930, en termes de chute du PIB, en termes d'augmentation des dépenses publiques. C'est une crise plus sévère que la crise financière en 2008, 2009, 2010. Donc oui, il faut prendre la mesure de la situation économique. Et c'est vrai que dans tous les pays, les efforts budgétaires, soit parce qu'il y a des dépenses supplémentaires, soit parce qu'il y a des baisses fortes des recettes, sont extrêmement importantes. Le déficit cette année-ci aux États-Unis sera d'environ 20%. En moyenne,
moyenne dans la zone euro, il sera d'environ 12%, comme il sera à peu près en Belgique, aux alentours de 10%. Donc on parle de chiffres qui sont des chiffres immenses et auxquels il faut rajouter bien sûr la situation dans les pays émergents, y compris la Chine. Donc oui, c'est une situation sans précédent. Je pense que c'est une situation qui est bien gérée pour l'instant, mais on l'a dit, la véritable question, ce sera après cette année, après l'année prochaine, comment gérer cette augmentation de la dette. C'est là qu'il y aura un certain nombre de défis. On a déjà mentionné la question des règles européennes, puisque pendant la crise financière, on se souvient que tous nos pays, les pays de la zone euro en tout cas, ont dû signer un nouveau traité, un traité sur la dette, et les pays s'engagent à diminuer leur dette. La dette au-delà des 60%, parce que les 60% de Maastricht, ils n'ont pas disparu. Donc, est-ce qu'il y aura un moratoire par rapport à cela? Est-ce qu'on va dire, voilà, pendant 5 ans, pendant 10 ans, il ne sera pas nécessaire de faire l'effort auquel les pays s'étaient engagés? Je pense qu'on va dans cette direction, mais ce sera une négociation assez serrée entre les pays. Parce qu'en même temps, je pense que nous devons tous être prudents, de ne pas laisser filer l'endettement, parce que nous avons un autre défi qui se profile, qui est celui du vieillissement de la population, avec son impact sur les pensions et sur à nouveau les coûts de soins de santé. Donc voilà, il va falloir naviguer entre ces différentes choses, entre ce qu'il a été nécessaire de faire pour faire face à la crise du corona, et puis ce qu'il faudra faire pour ne pas que la dette s'envole de manière démesurée. Sylvain Delcuve, là, André Sapir vient de le dire, on doit naviguer entre différents écueils. Une des aides pour permettre de naviguer, c'est par exemple cet argent qui vient de la BCE sur le marché secondaire. On peut quand même se poser la question, c'est pas de l'argent magique, c'est pas du financement direct monétaire des États, il y a un débat là-dessus, c'est interdit par les traités, le financement direct des États par la Banque Centrale Européenne. Comment on peut justifier? Parce que comme ça passe par le marché secondaire, par des banques, c'est pas du financement direct? Non, ça je crois que c'est tout à fait cosmétique comme définition. En réalité, c'est un financement par la Banque Centrale de l'endettement public. Ça, il faut pas... Je ne crois pas qu'il faille tourner autour du pot par rapport à ça. Les États ont pu s'endetter beaucoup plus sans avoir de soucis, parce qu'ils savent que quand ils émettent des obligations, il y a un acheteur tout trouvé, c'est la Banque centrale. Les banques centrales du système dans lequel on est, on l'a vu aux États-Unis, on l'a vu en Europe. Voilà, donc c'est comme ça. C'était interdit au départ. Il y a eu tout un débat. Ça a occupé beaucoup de juristes un peu partout en Europe. On a d'ailleurs une issue qui se profile à une partie de ce conflit ce matin, puisque le fameux avis de la Cour constitutionnelle allemande est sur le point d'être enterré, en disant voilà. On n'a pas le choix et on est obligé de le faire parce que les circonstances le requièrent. C'est un cas où il va falloir adapter la loi à la réalité et pas le contraire. C'est ça, il y avait eu cette réticence de la part de l'Allemagne qui, au final, semble plus ou moins balayée. Et pour appuyer ce que vous disiez, Jean de Bout, c'est effectivement ce qu'on disait tout à l'heure. La présence de la BCE sur le marché secondaire rassure tout à fait les investisseurs. Ça vous facilite la vie au final. Oui, j'entends dire que pour les souverains, c'est important. Donc pour les émetteurs de dette, mais c'est aussi important, surtout pour les investisseurs. Et donc, quand eux se sentent confortables avec le programme d'achat, pour nous, c'est effectivement beaucoup plus facile d'émettre. Donc, ça, je peux confirmer. Je dirais que ce n'est pas seulement ça. Il y a aussi naturellement le taux directeur de la BCE qui reste bas. Et je pense qu'avec la crise, les investisseurs, ils ont tous le même raisonnement. Ils savent que le taux va encore rester bas pendant longtemps, pendant encore plus longtemps qu'on le pensait déjà. Et ça fait aussi baisser les taux. Et ça augmente aussi nos chances d'émettre donc, des obligations à des taux très bas. Et d'avoir un changement de législation européenne, presque en autorisant comme ça des espèces d'input d'argent à certains moments, par certaines mesures ponctuelles, c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer. C'est là où on rentre vraiment dans le débat politique, je pense, mais techniquement, ça pourrait être faisable. C'est ce qui se passe aujourd'hui.
C'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui se passe au Japon. Si on regarde la situation là-bas, en 30 ans, la dette publique au Japon est passée de 70% du PIB à 250% du PIB. Et tout ça se fait parce que la Banque centrale est là, qu'elle achète le papier qui est émis, qu'on oblige en grande partie les banques à acheter des obligations de l'État japonais. Et donc ce système a pu cohabiter et vivre depuis 30 ans comme ça. Et ça n'a inquiété personne de voir la dette japonaise passer de 70 à 250% du PIB. Il y a juste une condition dans un monde comme ça, et c'est peut-être vers ça qu'on va, c'est que dans un monde pareil, les taux d'intérêt ne peuvent plus jamais remonter. Parce que si les taux d'intérêt remontent, alors là, c'est une catastrophe pour le secteur bancaire et pour les détenteurs d'obligations. Donc voilà. David Clarinval. Il y a un élément, donc je partage tout à fait l'analyse, mais j'ajouterai un élément supplémentaire, c'est que la Banque centrale, au départ, a été créée avec comme objectif d'éviter l'inflation. C'est un des objectifs généraux. Et donc ici, elle peut, me semble-t-il, se permettre cette politique un peu généreuse, parce qu'on voit que l'inflation est sous contrôle dans tous les pays européens, et en Belgique en particulier. Donc j'imagine que si l'inflation venait à s'accroître de manière inquiétante, la Banque centrale devrait sans doute changer son attitude. Mais à l'heure d'aujourd'hui, force est de constater que ce n'est pas le cas. Et comme Mme Delcu vient de le dire, d'autres pays sont bien plus loin que nous en termes de dette et semblent finalement ne pas trop mal s'en tirer. Et dès lors, la Banque centrale, je ne siège pas au bord de la Banque centrale, mais j'imagine qu'elle fait la part des choses entre l'augmentation de l'inflation et le soutien à l'économie et au pays. Et donc pour le moment, c'est cet équilibre-là qui est choisi. Et sans nous faire d'indiscrétion sur les réunions, mais lors de réunions de ministres européens du budget, c'est des choses dont on pourrait éventuellement parler, ou là on était concentré sur les mesures à court terme? Pour le moment, on a surtout été concentré sur les mesures à court terme, mais c'est vrai qu'il y a un débat entre pays. Certains pays qui sont plus durs en termes de politique financière, je pense à l'Allemagne, aux Pays-Bas, sont moins enclins à vouloir avoir une attitude généreuse. D'autres pays, plus latins, disons-le comme cela, ont des revendications beaucoup plus fortes à cet égard. Et donc, pour le moment, il y a ce débat interne entre les pays. En ce qui nous concerne, au niveau belge, nous sommes un peu toujours dans le compromis et on a une attitude un peu intermédiaire entre les uns et les autres. Mais c'est un vrai débat qui va orienter vraiment la politique dans les années à venir. André Sapir, si on regarde un petit peu, effectivement, c'est comme ça que ça s'est passé en Europe. Si on compare avec, par exemple, la réponse qui a été donnée à la crise aux États-Unis, il y a des points de divergence, des points de différence, évidemment, parce qu'une fois de plus, les pays ne sont pas les mêmes, les économies ne sont pas les mêmes, la situation sanitaire n'est pas la même de part et d'autre de l'Atlantique. Mais il y a des choses dont on peut s'inspirer d'un côté comme de l'autre. Je pense que ça a été dit déjà tout à l'heure, que la différence de réponse entre les États-Unis et la zone euro a été très importante lors de la crise financière, avec beaucoup de retard du côté européen et beaucoup d'hésitations, finalement beaucoup d'hésitations politiques, parce qu'il y avait beaucoup de désaccords entre les pays, d'abord sur l'analyse de la situation et puis sur la volonté d'agir de différentes manières. Cette fois-ci, les différences entre les États-Unis finalement et la zone euro sont beaucoup plus faibles. C'est vrai que du côté américain, on voit que l'augmentation du déficit et l'augmentation de la dette d'ailleurs sera beaucoup plus important de ce côté-là que de ce côté-ci de l'Atlantique. Mais en fin de compte, lorsqu'on regarde les chiffres sur la croissance, les différences ne sont pas très grandes. Donc dans la zone euro, on va avoir une décroissance cette année-ci qui aura seulement 1 point de plus qu'aux États-Unis. Donc en fin de compte, aux États-Unis, il faut injecter beaucoup plus de liquidités, beaucoup plus de dépenses publiques dans le système pour avoir un résultat qui est similaire au nôtre. Et ça, c'est parce que finalement, chez nous, on a aussi des stabilisateurs automatiques qui fonctionnent beaucoup mieux. Maintenant, je voudrais quand même revenir sur 2 petits points, 2 bémols par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, sur la comparaison avec le Japon et aussi sur la question du financement monétaire. À mon sens, on est peut-être un petit peu trop optimiste dans ces comparaisons.
comparaison. Donc oui, bien sûr qu'il y a, je crois qu'on peut dire qu'effectivement, il y a de la part de la Banque centrale européenne aujourd'hui un financement monétaire, même si on n'utilise pas le terme, mais c'est un financement qui est temporaire. Donc il n'y a pas d'engagement à ce stade, et il n'y aura pas d'engagement, c'est clair, de la part de la Banque centrale européenne, que, en quelque sorte, elle va traiter avec perpétuité la dette qui est aujourd'hui dans ses comptes. Donc la Belgique ni les autres pays européens ne peuvent être assurés que d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, ils ne vont pas devoir faire face à des difficultés pour le remboursement de cette dette. Donc oui, aujourd'hui, la Banque centrale, elle assure que les États sont en mesure de lever les fonds nécessaires, mais on verra comment les choses se passeront, je le répète, d'ici 5 à 10 ans. Et donc, de comparer la zone euro avec le Japon et de dire qu'au Japon, les dettes sont beaucoup plus élevées et le pays n'a pas de difficultés, c'est quand même oublier que la zone euro, ce n'est pas une union politique, c'est une union monétaire avec des éléments fiscaux et avec une banque centrale qui est en mesure d'agir, mais avec, et le ministre l'a rappelé, au sein non pas tellement du Conseil des gouverneurs, mais surtout au sein de l'ECOFIN, au sein de la réunion des ministres des Finances et surtout de l'Eurogroupe, il y a des appréciations qui sont différentes. Alors on a parlé de pays latins, de pays germaniques, oui, ces choses sont réelles. Entre la Belgique et les Pays-Bas, par exemple, il y a des différences d'appréciation qui sont très très importantes. Donc je pense qu'il faut quand même garder les choses à l'œil et ne pas penser que l'exemple du Japon peut nous inspirer ou va inspirer l'Union européenne. Non, le Japon et l'Union européenne ou la zone euro sont complètement différents et nous devons garder une prudence plus grande de notre côté parce que nous ne sommes pas une union politique. En un mot sur on va faire de nouveau une petite pause. Juste après, on reviendra chez vous, André Sapir, avec la question sur le financement monétaire. Juste après une petite pause, une troisième partie dans laquelle on s'intéressera aux conséquences sur l'épargne et aux mécanismes de sécurité, de vérification que l'on peut imposer à ce genre de réglementation. À tout de suite. La troisième et dernière partie d'Impôt Info consacrée à la dette publique et à la façon de la gérer. Pour entamer cette troisième partie, je retourne chez André Sapir, économiste à l'Institut Bruegel. Vous nous disiez tout à l'heure avoir juste une petite réserve à ce qui s'est dit par rapport plus tôt dans l'émission, notamment sur la question du financement monétaire des États membres par la BCE. Tout à fait. Donc je pense qu'il a été dit, et à juste titre, que ce que la Banque centrale fait aujourd'hui en se prêtant acheteur sur le marché secondaire des dettes a fait que les pays n'ont aucune difficulté ou ont très peu de difficultés à financer leurs besoins actuels. Et c'est vrai en Belgique, c'est vrai dans toute la zone euro. Et c'est heureux. Maintenant, de là à parler de financement monétaire, il y a peut-être un pas à ne pas entièrement franchir. L'engagement de la Banque centrale, c'est un engagement qui est sur le présent. Ce n'est pas un engagement qui porte nécessairement sur le futur. Et on parle justement de, c'est bien le titre de votre émission, créer de la dette et après. Donc aujourd'hui, 2020, aucune difficulté. Quelle sera la situation d'ici 2 ans, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans? Personne ne le sait. La Banque centrale ne s'est pas engagée et ne va pas s'engager à garder sur ses comptes de manière perpétuelle la dette qui aura été émise par les États à l'occasion de la crise du corona. Il y a une discussion, y compris parmi les économistes célèbres, il y a une discussion aussi au sein même des gouvernements. Est-ce qu'il eût fallu ou est-ce qu'il faudrait encore s'engager vers des éléments de dette perpétuelle qui permettraient
en vérité d'avoir effectivement un financement monétaire garanti en quelque sorte. Je ne pense pas qu'il va y avoir cette solution sera mise en œuvre. Donc je pense qu'il y a suffisamment de désaccords politiques. Peut-être on peut le regretter, c'est une autre question. Mais l'union monétaire a en son sein des pays qui ont différentes appréciations de la question de la dette. Le mot allemand de dette, Schuld, faute, résume bien les choses. Chez nous, la dette n'a pas la même connotation. Donc je pense qu'il faut être prudent. Oui, financement monétaire en 2020. Mais après, lorsqu'il s'agira de rembourser la dette, lorsque cette dette qui a été émise pour des échéances de 10 ans, de 20 ans, arrivera à échéance, eh bien, il faudra bien faire face à ces questions. Et là, peut-être qu'il y aura des différences importantes entre les États, pour d'autres raisons, à nouveau peut-être liées au vieillissement de la population. Et peut-être qu'un pays comme la Belgique pourrait avoir un certain nombre de difficultés. Donc ça, je pense que ça plaide pour la prudence, ça plaide pour ne pas regarder vers le modèle japonais, qui n'est pas le modèle de la zone euro. Nous ne sommes pas, je le répète, une union politique. Donc je pense que l'exemple du Japon n'est pas utile à mettre en avant pour les pays comme la Belgique qui sont au sein de la zone euro. Sylviane Delcuve, s'il faut se protéger et réfléchir au mieux à l'après, il faut surveiller cette dette. Et là, on en avait parlé en préparant l'émission. Ce qu'on doit éviter, c'est le syndrome de la piscine. Oui. Donc le syndrome de la piscine... Tout le monde ne connaît pas nécessairement, mais voilà, petite leçon, c'est quand on est en vacances et qu'il y a des enfants qui nagent dans la piscine et que les parents sont autour et discutent. Le syndrome de la piscine, c'est quand tout le monde se dit, tout le monde surveille. Et c'est à ce moment-là qu'il y a des accidents. Alors que la seule façon de faire, c'est de donner des tours de rôle. En disant, de telle heure à telle heure, tu es responsable, de telle heure à telle heure, c'est toi qui es responsable. Et comme ça, on évite les accidents. Mais ici, pour revenir aussi sur ce qu'on vient de discuter, quand je parlais du Japon, je ne suis pas du tout en train de dire que la Belgique doit aller vers le modèle japonais. Hein. Je ne trouve pas du tout qu'on doit aller vers 250% du PIB de dette. Je disais simplement, il y a des pays qui ont fait ce trajet-là. Si on leur avait dit au début, vous avez une dette à 70% du PIB, dans 30 ans, elle sera à 250%, ils auraient évidemment dit non, bien sûr que non, absolument pas. Simplement, les choses ont dérapé, et quelque chose qui était temporaire, qui était du financement monétaire de la Banque du Japon, est devenu quasi du perpétuel parce qu'ils n'en sont jamais sortis. Donc ce qui est important, c'est de surveiller évidemment de ne pas arriver à ces situations-là et de gérer les choses intelligemment pour essayer de garder les choses le plus sous contrôle possible, évidemment, une fois que la crise sera terminée. Et en responsabilisant chacun à ce moment-là, justement pour reprendre l'allégorie de la piscine. David Clarinval, en forme de conclusion, on voulait voir aussi un petit peu à quel moment, c'est ça aussi je pense qui intéresse nos téléspectateurs, ce poids de la dette, ça peut avoir une conséquence sur l'épargne des gens, sur l'épargne des Belges, ou est-ce que presque au contraire, cette épargne, elle peut être un espèce de super adjuvant, à un moment, elle pourrait, venir aider à combler ce déficit? En fait, pour le moment, ce qui est assez paradoxal, c'est que on constate que globalement, les Belges font de l'épargne. Le gouverneur de la Banque nationale appelle ça de l'épargne forcée, parce qu'évidemment, les Belges n'ont pas pu consommer. Pendant le confinement, notamment, l'épargne a augmenté. Un bas de laine chez les Belges qui est très important. Il était déjà important avant, mais il s'est accru encore. Et donc, je pense personnellement que l'épargne des Belges peut plutôt être une solution en cas de difficulté pour l'État. On l'a vu avec le gouvernement de Yves Le Terme, après la crise financière. À un moment donné, la Belgique ne pouvait plus se financer sur les marchés parce qu'en effet, il y avait des craintes à l'égard de la solvabilité de la Belgique. Et donc, Yves Le Terme a fait appel aux Belges. Il a certes proposé un taux d'intérêt conséquent, mais ça a rencontré un succès majeur. Je ne me rappelle plus le montant exact, mais ce sont plusieurs milliards d'euros qui ont pu être collectés dans l'épargne des Belges pour venir aider la Belgique dans ce moment-là qui était difficile. Et donc,
Ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui, mais on a toujours cette réserve-là potentielle. C'est plus coûteux, évidemment, parce qu'il faut proposer un taux d'intérêt intéressant. Pour le moment, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas utile. On a des taux d'intérêt négatifs. Je pense que personne n'aurait envie de prêter de l'argent à la Belgique à un taux négatif. Mais par contre, on a toujours cette possibilité-là si on voit qu'il y a un souci. Et par ailleurs, il y a aussi des initiatives qui visent à mobiliser l'épargne des Belges dans des projets à connotation sociale ou environnementale qui peuvent aussi être utilisés. Donc l'épargne des Belges pourrait être mobilisée de manière plus intelligente qu'elle ne l'est aujourd'hui, parce que reconnaissons qu'avoir de l'argent sur un compte d'épargne qui ne rapporte pas grand-chose, voire rien, avec une inflation certes faible, mais qui est supérieure au taux que cela rapporte, ça n'enrichit pas le patrimoine des Belges. Donc on pourrait utiliser cette épargne en cas de roue de secours ou comme effet mobilisateur dans des projets intéressants. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les 3, tous les 4, avec André Sapir en connexion vidéo, d'avoir participé à cette émission. David Claraval, vice-premier ministre en charge du budget. Sylviane Delcuve, senior économiste chez BNP Paribas Fortis. Jean Neubout, président de l'Agence fédérale de la dette. Et en vidéo avec nous, André Sapir, économiste à l'Institut Bruegel. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée sur LN24.